Gérard Collomb a pris la poudre d'escampette. Il aura fallu 2 jours pour être fixé. Le ministre de l'Intérieur a rendu les clés de la place Beauvau pour récupérer sa ville de Lyon. Un départ qui affaiblit encore un peu plus la présidence d'Emmanuel Macron. Fin de cavale pour Redouane Faïd. 3 mois après s'être fait la belle de la prison de Réau en Seine-et-Marne, le braqueur multirécidiviste a été interpellé à Creil dans l'Oise après avoir profité de l'apathie du système judiciaire français. Une nomination d'ambassadeur qui se fait attendre, une descente de police dans une association suspectée d'activités terroristes pour le compte de l'Iran, des avoirs gelés. L'État français envoie un signal à Téhéran et se positionne un peu plus du côté de l'Arabie Saoudite et de ses alliés. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est têtu et il nous a bien eu. Gérard Collomb a bel et bien claqué la porte de la place Beauvau au nez d'Emmanuel Macron. C'est décidément un tourbillon infernal pour le président de la République qui enchaîne les démonstrations de faiblesse depuis plus de 3 mois. Quenelle lyonnaise pour Emmanuel Macron. Rien n'y aura fait. Gérard Collomb était bien décidé à quitter Beauvau. Après un véritable tour de passe-passe entre le président et le ministre de l'Intérieur, le vieux monde a montré qu'il avait encore de beaux jours devant lui. Malgré les prières de Macron pour conserver à ses côtés son camarade de la première heure, l'intéressé aura préféré retourner à son destin municipal. D'autant plus qu'il n'aura pas à attendre les prochaines élections pour reprendre la capitale des Gaules. En effet, l'actuel édile, Georges Kepenekian, a décidé de rendre les clés de la ville à l'ex-premier flic de France, honorant ainsi ce que les compères appellent un contrat moral et que d'autres pourraient appeler pudiquement des magouilles politiciennes. Du côté d'Emmanuel Macron, ce n'est pas seulement la place laissée vacante qui pose un problème, c'est avant tout cette démonstration que les rênes lui ont échappé. Depuis l'affaire Benalla, loin d'être élucidé, le président de la République enchaîne les difficultés. Pas moins de 3 ministres ont pris le large sans avoir vraiment pris la peine de l'en informer avant pour gérer la situation. Nicolas Hulot et Laura Flessel d'abord, des personnalités issues de la société civile qui pouvaient encore laisser un peu d'indulgence pour le chef d'État. Mais cette fois, avec la fuite de l'apparatchik socialiste vers Lyon, la débandade est flagrante et la gêne palpable. Car si l'on imaginait un temps qu'il s'agissait d'un beau coup de théâtre entre les deux hommes, la réalité est implacable. Macron a perdu le contrôle au point qu'Édouard Philippe a été obligé de monter au créneau hier mardi pour éteindre le feu. Chaque ministre qui compose ce gouvernement doit se consacrer pleinement à sa tâche. J'ai connu comme vous, monsieur Ciotti, des membres du gouvernement qui, à une époque, considéraient qu'il était possible, voire permis, d'être membre du gouvernement et de solliciter un mandat local parfois, et même parfois, monsieur Ciotti, présidentiel. Une montée au filet qui n'aura servi à rien, sinon à appuyer encore un peu l'impression d'imbroglio généralisé. Ce mercredi matin, la passation de pouvoir entre Gérard Collomb et le Premier ministre Édouard Philippe, qui assurera l'intérim, a d'ailleurs été consommée à vitesse grand V. Pour autant, la manœuvre express aura quand même permis à Gérard Collomb d'imposer un dernier petit camouflet à l'exécutif en protestant contre le retard du locataire de Matignon. Pour l'heure, on ignore qui prendra le chapeau du premier flic de France dans ce gouvernement qui prend de plus en plus des allures de radeau de la Méduse. Le plus probable pourrait être le fidèle Jean-Yves Le Drian, actuellement à la Défense, qu'il faudra donc remplacer par une forte personnalité. Alain Richard, député LREM et ancien ministre des Armées de Jospin, pourrait quant à lui faire office d'outsider. Malgré son cafouillage autour du prélèvement à la source, certains évoquent aussi Gérald Darmanin, mais il est perçu comme un peu jeune et inexpérimenté pour un poste régalien à haut risque. Une analyse qui s'applique également au sudiste Christophe Castaner, très proche d'Emmanuel Macron, mais difficile à prendre au sérieux. Une surprise du chef pourrait donc faire son apparition, soit un fait du prince auquel nous avons déjà été accoutumés, soit un transfuge de droite, dont l'intérêt direct serait encore l'affaiblissement des Républicains en vue des européennes. Fin de cavale pour Redouane Faïd. L'homme le plus recherché de France a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi à Creil, dans l'Oise, après plus de 3 mois de cavale. Un épilogue qui n'efface en rien les errements du système judiciaire français. Thibaut Bastide.
Il aura fallu 3 mois aux forces de l'ordre pour mettre la main sur l'homme le plus recherché de France. Dans la nuit de mardi à mercredi, le braqueur multirécidiviste Redouane Faïd a été arrêté dans un appartement à Creil dans l'Oise. Outre le braqueur, 3 hommes et une femme considérés comme la logeuse ont également été arrêtés. Des interpellations qui mettent un terme à 95 jours de cavale où le braqueur s'est joué à de multiples reprises des autorités françaises. En effet, lors de son évasion le 1er juillet dernier, Redouane Faïd avait déjà pu profiter du manque de sécurité de l'établissement pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne. En quelques minutes, il avait réussi à s'enfuir en hélicoptère avec l'aide d'un commando bénéficiant de l'absence d'un filet anti-aérien. Pendant ces 3 mois de cavale, Redouane Faïd avait laissé plusieurs traces derrière lui, toutes concentrées sur un rayon très restreint en région Île-de-France. Le 24 juillet, il avait même été repéré à bord d'une voiture en compagnie de son frère Rachid à Sarcelles dans le Val d'Oise, soit à 68 km de son lieu d'évasion. Une nouvelle fois, le braqueur avait réussi à échapper aux mailles du filet. Désormais, son arrestation est perçue comme une victoire de l'appareil judiciaire et les médias mainstream n'hésitent pas à qualifier d'amateur la cavale du célèbre braqueur. Ils mettent en avant le fait qu'il ait été retrouvé dans un appartement situé dans un quartier où il est né et a grandi. Certes, mais il aura tout de même fallu plus de 3 mois pour le débusquer. Le désormais ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb pourra quitter la place Beauvau sur un prétendu succès. Déjà condamné en avril dernier à 25 ans de prison pour son rôle d'organisateur dans un braquage raté en 2010, qui avait coûté la vie à la policière municipale Aurélie Fouquet, Redouane Faïd va retrouver le chemin d'une énième prison française. Et si la mère de la victime espère que ce sera de manière définitive, nul doute qu'il tentera de se faire la belle une nouvelle fois en se servant peut-être des téléphones fixes installés dans les cellules de prison, mesure souhaitée par l'actuel ministre de la Justice, Nicole Belloubet. L'État français tourne le dos à l'Iran. La récente descente de police dans les locaux d'une association chiite et l'absence de nomination d'ambassadeur à Téhéran semblent témoigner d'une défiance de Paris vis-à-vis de Téhéran. Olivier Frère-Jacques. Mardi, une association chiite est perquisitionnée à Grande-Synthe, dans les Hauts-de-France, une opération de police administrative qui prend les traits d'opération antiterroriste. L'association visée, le Centre Zahra France, est une organisation soutenant l'Iran, sans toutefois être rattachée à des officiels du pays. L'association est d'ailleurs plus politique que prosélyte. À sa tête, Yahya Gouasmi, révélé au grand public lors des élections européennes quand ce dernier participa à une liste antisioniste avec l'humoriste Dieudonné et l'écrivain Alain Soral. L'individu est aujourd'hui mis en cause notamment du fait de son soutien à des organisations jugées comme terroristes par l'Union européenne, notamment le Hezbollah, qui dispose pourtant d'élus au Liban et qui a participé à la lutte contre Daesh, ainsi que le Hamas, parti sunnite palestinien et majoritaire au Conseil législatif palestinien. L'opération policière de Grande-Synthe n'est officiellement pas liée à l'enquête sur un hypothétique projet d'attentat à Villepinte le 30 juin dernier, mais elle participe en réalité d'une opération plus large visant à empêcher tout rapprochement avec la nation perse. Pour rappel, l'hypothétique attentat de juin aurait visé une organisation nommée les Moudjahidines du peuple, des dissidents iraniens marxistes soutenus successivement par Saddam Hussein, la CIA, le Mossad et enfin l'Arabie saoudite, et dont le fonctionnement s'approche de celui d'organisations de type sectaire. Comprendre donc, les autorités françaises ont mené une opération de police contre une association censée héberger en son sein des personnes qui seraient liées à un hypothétique projet d'attentat contre une association marxiste terroriste et sectaire financée par un pays wahhabite finançant lui-même le terrorisme. Un micmac qui semble donc bien compliqué et qui témoigne surtout d'une tendance, le choix de l'État français de discréditer Téhéran et de tourner ainsi le dos à l'Iran par tous les moyens. La perquisition au centre Zahra et le gel symbolique de quelques avoirs, ou encore l'absence de nomination d'ambassadeur français à Téhéran en sont des signaux. Le jeu des alliances, parfois paradoxal, a vu la France se rapprocher de l'Arabie saoudite et d'Israël depuis plusieurs décennies. Une position qui va de pair avec un alignement français sur les positions américaines, si l'on met de côté l'épisode d'opposition de Jacques Chirac à la guerre en Irak. Ennemi des États-Unis, d'Israël et de l'Arabie saoudite, l'Iran peut donc difficilement avoir les faveurs de la France. La suspicion de fomentation d'actes terroristes, même si elle est folklorique, aucun attentat émanant d'organisations chiites n'ayant eu lieu depuis plusieurs décennies en France, s'inscrit plutôt dans un rejet de la récente main tendue de Bruxelles à Téhéran. En effet, la représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, a proposé il y a une semaine un plan pour contourner les interdictions américaines de commercer avec la nation perse.
Paris semble donc avoir choisi la continuité dans sa diplomatie en privilégiant l'axe Washington-Riyad-Tel Aviv, une position paradoxale, l'Arabie saoudite étant le financier d'organisations comme Daesh qui ont revendiqué des attentats sur le sol français. Le Québec tourne la page du libéralisme. Lundi, le parti nationaliste non indépendantiste, la coalition Avenir Québec, a remporté les élections organisées dans la province canadienne. Un nouveau coup pour le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Thibault Bastide. Un vent de changement plane sur le Québec. Après 15 ans de règne libéral quasi ininterrompu, le parti nationaliste non indépendantiste, la coalition Avenir Québec, a remporté lundi les élections organisées dans la province canadienne. Une victoire nette et sans bavure puisque le CAQ, emmené par l'homme d'affaires François Legault, disposera de la majorité absolue à l'Assemblée nationale québécoise avec 74 députés sur 125 alors qu'il ne comptait que 21 sièges dans le précédent Parlement dissous en août dernier. Ainsi, l'appel au changement a été largement entendu par les électeurs québécois, relayant le Parti libéral du Québec au rang de l'opposition avec seulement 32 députés contre 69 il y a 4 ans. Si ce résultat a notamment été bâti autour d'un programme qui souhaite réduire la taille de l'État, la question de l'immigration y est également pour beaucoup dans le succès de la coalition Avenir Québec. Le nouveau Premier ministre, François Legault, a promis de limiter les arrivées migratoires avec une diminution d'au moins 20%, et ce, dès l'année prochaine. Il s'est également engagé à faire passer des tests de valeur québécoise et de français aux immigrés après 3 ans de séjour dans la province. Un discours aux antipodes des volontés du Premier ministre canadien Justin Trudeau. En effet, la politique libérale menée au Canada ressemble davantage à un social-libéralisme proche du progressisme. Ainsi, tout est mis en œuvre pour promouvoir les minorités, même sur le plan économique. En ce sens, la victoire du CAQ, parti qualifié d'anti-immigrationniste, vient bouleverser la donne et porte un nouveau coup dur à Justin Trudeau, 3 mois après la perte de l'Ontario, région la plus riche et la plus peuplée, au profit d'un autre parti conservateur. Voulant faire bonne figure, le libéral a salué la victoire du dirigeant de la coalition Avenir Québec et s'est dit impatient de travailler avec lui sur des sujets tels que l'économie, l'innovation, l'environnement ou encore la création d'emplois. Une façon également de préparer le terrain à un an des élections législatives canadiennes. Cependant, Justin Trudeau n'a pas mentionné la question de l'immigration, une question qui semble pourtant primordiale au vu des résultats de ces dernières élections. Ainsi, le prochain scrutin s'annonce plus que jamais incertain pour le Premier ministre canadien, alors que son bilan est plus que jamais pointé du doigt. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Le gouvernement poursuit sa nouvelle obsession de lutte contre les violences faites aux femmes. Un clip a été réalisé aux frais du contribuable pour sensibiliser les Français à ce fléau, mais aussi, tant qu'à faire, à la société multiculturelle avec une répartition des rôles particulièrement étudiée. Deux eurodéputés RN viennent garnir les rangs de Nicolas Dupont-Aignan. Mardi, Philippe Loiseau et Sylvie Gaudin ont apporté leur soutien au député de l'Essonne et à sa liste des amoureux de la France en vue des élections européennes de mai prochain. Une belle prise de guerre pour le président de Debout la France qui a refusé de rejoindre la liste Rassemblement National. Ces soutiens viennent s'ajouter au ralliement du député européen Bernard Monod qui a quitté le parti de Marine Le Pen au profit de celui de Nicolas Dupont-Aignan. Des poissons en guise de mules. Dans la nuit de lundi à mardi, à l'ouest de Toulouse, un contrôle routier a donné lieu à une drôle de découverte. 653 kg de cocaïne ont été saisis à l'intérieur d'un camion. La drogue était camouflée avec des poissons panés. Le camion néerlandais arrivait du nord du Portugal. À son bord, 2 hommes de 53 et 60 ans dont les explications n'ont pas convaincu les douaniers. Ils ont été placés en garde à vue. Le service régional de la PJ de Toulouse est chargé de l'enquête. Djokovic vers une nouvelle victoire. Après sa victoire à l'US Open, le numéro 3 mondial de tennis poursuit l'entraînement pour reprendre sa place de leader. Depuis Belgrade, la capitale de la Serbie, le joueur donne tout pour s'asseoir à nouveau sur le trône et rompre durablement avec une période difficile.
u poziciju da se borim za broj 1 do kraja godine, što da mi je neko rekao u maju ove godine, vjerojatno mi ne bi verovao, ali s druge strane opet kažem, deo mene je uvijek verovao da mogu da se vratim vrlo brzo. Rappelons que Novak Djokovic, en plus de disposer d'un incroyable palmarès sportif, est également un fervent défenseur du Kosovo serbe, notamment grâce à l'association qui porte son nom. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Journaliste à Ottawa, au Canada, et fondateur d'une importante revue culturelle, Richard Bastien mène une réflexion autour de 5 grands penseurs catholiques sur la crise morale que nous traversons. La nouvelle évangélisation dont on parle devra passer par une redécouverte du lien entre foi et raison. Mais ça, c'est un procédé qui va prendre beaucoup de temps, parce qu'au fond, la séparation entre foi et raison est un phénomène qui remonte à plus de 500 ans. Tout a commencé avec la réforme protestante, avec Luther. Luther estimait qu'il n'y avait pas de lien entre foi et raison. Il a rejeté du revers de la main toute la synthèse de foi et de raison qui avait été élaborée par saint Thomas d'Aquin, et il a proclamé ce qu'on appelle aujourd'hui le fidéisme, c'est-à-dire cette doctrine selon laquelle la foi est le seul mode d'accès à la vérité. Et puis c'est mercredi, ce soir vous avez également rendez-vous avec Perles de Culture. L'équipe cinéma vous recommande les films Nos Batailles, Première année, Frères ennemis et Le Poulain. Et ensuite Anne Brassier reçoit Stéphanie Bignon pour la présentation de la bande dessinée Saint-Hugues de Cluny d'Eugène Damien. Et puis tout de suite, vous avez rendez-vous avec Christian Combas pour une nouvelle chronique de la France de Campagnole. À présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité, à demain, bonsoir. Normalement, à Campagnole, le matin, à l'heure du café, et au café, quand on voit défiler tout le monde, la télévision ne fonctionne pas. La télévision, c'est un gros écran plat situé dans le fond à droite, dans le prolongement du comptoir, ce qui fait que normalement, les gens penchés sur leur bière n'ont qu'à tourner la tête. Donc, pas de télévision avant 6 h du soir, sauf les jours de match ou pour les Jeux Olympiques. Et sauf apparemment les jours de commission d'enquête au Sénat, puisque cette fois, Gustave m'avait dit, si tu veux, on va regarder ensemble l'audition du fameux Benalla. Et il a ajouté, c'est dommage, Didier ne peut pas venir avant 10 h. Didier, c'est l'ancien gendarme, et donc on l'attendait. On regarde assez mollement l'intervention du garde du corps du président. On comprend tout de suite qu'il ne va pas se passer grand-chose. La seule chose qui nous frappe quand même pendant presque 1 heure, c'est qu'à chaque fois qu'il répond à une question, il dit « je vais être très précis », et en fait, il ne l'est pas du tout. C'est frappant, un psychiatre m'avait expliqué ce genre de truc. Quand tu écoutes une interview, me dit-il, tu comptes le nombre de franchements qui commencent les phrases, et là, tu peux être sûr que le type est un menteur. Et là, il disait tout le temps qu'il voulait être précis. Alors, en vertu du principe énoncé par le psychiatre, il s'était en fait donné pour mission de rester flou. Et là, mission accomplie. Hein. Visiblement, c'est un homme de mission. Et donc, on s'ennuyait au point qu'on allait rentrer chez soi quand, soudain, arrive le fameux gendarme en retraite, Didier, qui nous dit « Vous avez pas vu ? Vous avez pas vu ?» Quoi ? Et là, il se rue sur le présentoir à journaux à gauche, parce qu'on était mercredi et que c'était le jour du canard enchaîné. Il faut dire que chez nous, les gens lisent, je veux dire, achètent, bizarrement, le Midi Libre, à cause des nouvelles très locales, genre une nouvelle institutrice à l'école Saint-Paul, et le canard enchaîné, parce qu'ils ont l'illusion que ça remplace avantageusement tous les autres journaux nationaux. En plus, c'est un vieux pays protestant, plus ou moins radical socialiste, donc c'est compatible. Et là, notre gendarme, qui avait déjà écouté la radio visiblement, et qui savait ce que le journal contenait, se rue sur le canard, demande un café, tend un billet de 10 €, met ses lunettes et prend un air ultra complotiste qui voulait dire qu'il entendait trouver confirmation d'une intuition. Il paraît, dit-il, qu'ils ont photographié Benalla il y a 2 jours à Londres en compagnie d'un type fiché S.
Ah bon, dit Gustave, c'est bizarre, on est devant la télé depuis 1 heure et personne au Sénat ne lui a demandé pourquoi. Alors le Didier hausse les épaules, il répond, ils n'ont pas le droit, ils sont là pour enquêter sur les missions de maintien de l'ordre du gars, ils n'ont pas le droit de poser la question. Mais s'il y a une deuxième commission d'enquête, un jour la question que je lui poserai volontiers, moi, nous dit-il, et qu'on a le droit de poser nous-mêmes là, en ce moment, et il me regardait visiblement dans l'espoir que j'allais m'emparer du sujet, ce qui est fait, c'est comment un mec qui a quand même un boulot en or, extrêmement bien payé, qui conduit les voitures les plus équipées de la République, qui n'attend jamais nulle part, qui a toutes les accréditations, qui voyage partout dans l'avion du président, ce type très conscient que le moindre pas de côté lui ferait perdre tous ses avantages, ce type s'offre le luxe d'aller à Londres rencontrer un fiché S, il lui parle dans le train. Et c'est pas la première fois, paraît-il. Il paraît qu'il a ses entrées chez un banquier connu pour financer les radicaux. Il a fréquenté aussi des gens proches des islamistes. Donc de deux choses l'une. Ou c'est un grand naïf qui croit qu'il sera jamais repéré en mauvaise compagnie, à une époque où tout le monde dénonce tout le monde avec son téléphone. Ou alors c'est un type qui se fout littéralement d'être vu avec un fichier S, malgré le fait que ça pourrait lui coûter sa place. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors sans réfléchir, je lui réponds, machinalement, il pense que rien ne lui coûtera sa place. Visiblement, le jeune homme a l'impression d'être hyper protégé. Eh bien, c'est bien ce que je veux dire, me dit-il. Comment veux-tu qu'il ait pris seul le risque de rencontrer des fichiers S? Ça ne veut pas seulement dire qu'il est sûr de lui, ça veut dire qu'il est couvert, évidemment. La meilleure couverture qu'il avait, c'est sans doute une mission. Donc, dit Gustave, sur un ton vaguement séduit par la conclusion, donc ça veut dire qu'il agit tout le temps sur ordre, y compris quand il rencontre des fichiers S. Et donc... il dialogue avec les terroristes. Non, ne me dis pas, dit Gustave, qu'il négocie. Non, je dis qu'il dialogue. Alors là, je fais mon naïf et je lui demande de préciser la différence. Et Gustave me dit, quand tu dialogues avec un terroriste, tu es un diplomate, tandis que quand tu négocies, tu es un traître. Au fait, me dit Gustave, tu as entendu citer le nom du président depuis le début de l'audition, là, au Sénat? Non, jamais, pas une fois. L'audition était en effet en train de s'achever, justement, et notre gendarme a juré que d'anciens collègues avaient une photo du type, là, en train de braquer une arme pendant la campagne électorale sur une fille. Ce qui s'est vérifié. Alors là, a-t-il dit, c'est comme dans Game of Thrones, il y aura forcément une saison 2, et même si ça se trouve, une saison 5. Eh bien, restez abonnés pour les prochains épisodes, les prochaines saisons, ça s'appelle Campagnol TVL sur YouTube, merci.